Donc je vais vous parler de plus la partie modèle infinitésimal plutôt que décomposition de la variance, et puis sur des questions de biologie évolutive, donc plus sur la question de réponse à la sélection et d'évolution que sur la construction du phénotype. Alors juste, je vous ai mis ça aussi pour vous montrer qu'en fait la biologie évolutive, cite énormément le papier de Fischer, mais c'est pas ce qui vient en premier. C'est vraiment en premier, c'est la génétique, et puis même il y a tous des aspects plus mathématiques avant la partie biologie évolutive en tant que telle. Alors juste les grandes questions en génétique évolutive qui sont liées au modèle de Fischer. Donc en fait, les deux grands types de questions, c'est comment on explique la variation, puis comment on explique la divergence entre population et espèces. Et donc moi, je ne vais pas vous parler de tout ça, je vais vraiment me focaliser sur la question de l'adaptation et la question des bases génétiques de l'adaptation. Alors, on peut poser tout un tas de questions. Là, c'est une petite liste, mais on pourrait continuer. Quand on s'intéresse aux bases génétiques de l'adaptation, mais ça peut être aussi à d'autres traits évolutifs, on retrouve des questions type est-ce qu'on a beaucoup de gènes ou pas beaucoup de gènes? Quel est l'effet des mutations au niveau de ces gènes? Est-ce qu'il y a de l'adivité ou de l'épistasie? Est-ce que c'est très pléiotrope? Les mutations affectent tout un tas de traits ou alors c'est très modulaire. Et puis quand on passe au niveau du génome, il y a aussi au niveau plus fonctionnel, est-ce que ça touche plus vraiment la structure des protéines ou est-ce que ça va plutôt jouer sur les aspects régulateurs? Donc ça, c'est globalement tout un tas de types de questions qu'on se pose dans le domaine. Et donc ça c'était pour fixer le cadre. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de repartir un peu du cadre fischerien, puis avoir une petite approche un petit peu historique, même si je suis pas du tout historien. Mais donc si on part de Fischer, donc on se place dans ce modèle infinitésimal. Donc l'idée, c'est qu'on a un très grand nombre de gènes, donc en théorie une infinité, qui ont des effets infiniment faibles. Et donc, ce qui va compter au final, c'est la variance qui est créée par tous ces gènes d'effets très faibles. Et donc, Marianne a parlé de l'équation du sélectionneur. Dans son ouvrage de 1930, lui, ce qu'il présente d'abord, c'est ce qu'il appelle le théorème fondamental de la sélection naturelle, où il montre que la variation de fitness en une génération, elle va être égale à la variance additive pour la fitness. Dans le même genre d'idée où en fait on s'intéresse vraiment juste aux propriétés globales du fait de ce modèle infinitésimal sous-jacent, on a aussi les travaux de Robertson, donc par exemple c'est une généralisation de l'équation du sélectionneur, où là c'est avec l'idée qu'on se place en population naturelle. Donc en fait la pression de sélection, le gradient de sélection, il va être créé par la covariance entre le phénotype et la fitness. Et donc là, on est toujours dans l'idée qu'on ne va pas regarder ce qu'il y a de façon sous-jacente. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant avec ce modèle, c'est que donc, dans la limite où il y a une infinité de gènes qui ont des effets infiniment petits, en fait, les fréquences alléliques ne sont pas affectées par la sélection. Donc la sélection n'affecte pas la variance. Et par exemple, la variance va être quand même affectée petit à petit par la dérive génétique, mais de façon assez faible à chaque génération. Et de façon cumulée, on peut même prédire non seulement la réponse à court terme, mais la réponse à long terme. Donc là, on a le gradient de sélection, la variance additive initiale, et puis quand on fait le petit calcul, on montre que plus la taille de pop est grande, moins on va perdre de variance par dérive, et donc plus on va pouvoir progresser en termes de sélection. Donc là, de sélection directionnelle. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est en 1930, il propose son modèle géométrique qui est, en fait, là, il propose pour une justification de ce modèle infinitésimal. Donc là, il dit, voilà, si on imagine que la fitness est construite par un très grand nombre de traits, donc là, j'en ai mis 2 parce que voir en n dimensions, c'est plus compliqué. Donc on a deux traits, alors c'est un modèle très, très isotrope, un multivarié gaussien. Donc on a un optimum ici, et puis donc là, on va être à relativement fit, et puis plus on s'éloigne, moins on est bon. Et dans ce modèle, si on se place à un endroit de ce paysage de fitness, et puis qu'on imagine les mutations qui apparaissent, on voit que la plupart des mutations sont délétères parce qu'elles pointent en dehors de la direction de l'optimum.
Par contre, certaines mutations sont avantageuses. Mais là, le point important, c'est que vous voyez qu'ici, c'est des mutations d'effet assez forts. Donc la plupart des mutations sont délétères. Mais là, si je me place ici, avec des mutations d'effets très très petits, donc là, j'ai grossi, en fait, on a l'impression qu'il y a, si les effets sont très petits, en gros, la moitié des mutations qui sont avantageuses et la moitié qui sont délétères. Et donc ça, on peut le formaliser mathématiquement, c'est ce qu'a fait Fischer. Et en gros, plus l'effet est petit, plus on a une chance d'être bénéfique. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'on est loin de l'optimum. En gros, si on est à l'optimum, de toute façon, tout est délétère. Donc plus on est loin de l'optimum, plus c'est possible. Et si on augmente le nombre de traits, c'est encore plus difficile d'être avantageux. Donc ça justifie son modèle en disant, bah voilà, pour s'adapter, il faut vraiment que des effets très très petits. Donc, à la suite de ces travaux, en fait, ce que ça implique, c'est que du coup, l'adaptation, elle est liée à plein de gènes d'effets très petits. Donc, voilà, comme disait Marianne, a priori, on ne devrait pas pouvoir les détecter. Et donc, en fait, c'est pas une question vraiment de recherche d'aller chercher ces gènes, parce que c'est pas de ça dont on a besoin. Alors, je passerai un peu vite dans le temps. Donc c'est dans les années 80-90, en fait, il y a à la fois dû à des approches expérimentales et puis théoriques, il y a une remise en question un peu de ces idées-là. Alors avec les premières approches QTL en particulier, où là on trouve au contraire des QTL. Alors on peut discuter après de ce qu'il y a dans ces QTL, mais qui, contrairement à ce modèle de Fischer, ont des effets fort ou voire très fort. Donc là, c'est une étude en croisement entre tomates sauvages et cultivées. On voit qu'il y a certains QTL qui expliquent 30% de la variation. Et puis on voit cette distribution avec beaucoup de QTL d'effets relativement faibles. On a vraiment des QTL d'effets forts. Et puis il y a aussi le début des manips d'évolution expérimentale avec les travaux de Lenski, où là, on part d'une population donc d'Escherichia coli qu'on va faire évoluer dans différents environnements, donc des environnements différents. Donc on va regarder comment elle s'adapte à ce nouvel environnement. Et ce qu'on peut voir, en fait, dans ce type d'expérience, c'est que l'évolution, donc là, c'est la fitness en fonction des générations, ça suit plutôt des courbes avec des sauts, avec des pas. Et puis même si le fit là, de la courbe montre qu'on a plutôt des pas assez grands au début, puis des pas un peu plus petits à la fin. Donc ça suppose aussi qu'on a l'air d'avoir des choses détectables dans la dynamique de l'adaptation. Et puis en parallèle de ça, il y a aussi des arguments théoriques qui en fait se rebasent sur le modèle géométrique de Fischer. Donc le premier, je pensais le premier, c'est Kimura, qui repart du modèle de Fischer, mais qui remarque quelque chose, qui dit ok, plus l'effet est petit, plus on a de chances d'être avantageux, mais plus l'effet est petit, plus on a de chances d'être perdu par dérive. Et donc les allèles qui ont des effets plus forts, ceux-là, ils vont plus de chances d'être fixés dans la population. Donc il y a une espèce de balance entre les deux. Et quand on fait le calcul, ce qu'on voit en fait, c'est que les allèles qui vont contribuer le plus qui vont à la fois être avantageux et avoir une chance de contribuer à l'adaptation en se fixant, c'est des allèles d'effet intermédiaire. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'on est loin de l'optimum. Si on est loin de l'optimum, on a vu que dans ce cas-là, on a plus de chances d'être avantageux, et donc ça va être les effets plus forts qui vont se fixer. Et puis un des travaux plus tard qui sont importants, c'est les analyses d'Allen Orr, qui reprend cette idée-là, mais qui en fait mathématise vraiment toute la dynamique de l'adaptation dans ce type de paysage. Donc là, c'est représenté par ces petites flèches, où on part d'un endroit dans le paysage, et puis on va grimper fitness, et il va essayer de prédire. Donc là, c'est vraiment une prédiction de qu'est-ce qu'on attend dans une marche adaptative. Et donc lui, ce qu'il montre, en fait, c'est de dire, dans une marche adaptative, la distribution des effets qui sont fixés, ça suit en gros une distribution exponentielle. Et en plus, dans l'ordre, c'est d'abord en moyenne les effets plus gros, puis de plus en plus petits, donc on s'approche de plus en plus de l'optimum. Et puis, il y a des propriétés intéressantes du style, ça va être indépendant, ces propriétés du nombre de traits sous sélection, ça va être plus ou moins indépendant de la distribution d'effets des mutations. Donc ça semble quelque chose de relativement général, qui n'est pas très dépendant des bases génétiques sous-jacentes.
Donc du coup, là, on a des choses qui nous disent, en fait, finalement, on peut détecter les bases génétiques de l'adaptation parce qu'il y a au moins un certain nombre de changements qui ont des effets détectables. Donc on a des justifications théoriques de ça. Alors il y a tous les développements des données génétiques et génomiques, développement de la cartographie des QTL, etc., qui permettent aussi d'essayer de répondre à ces questions. Et puis, alors si on accélère aussi, il y a aussi pas mal de développements statistiques, en particulier à la théorie de la coalescence pour analyser ce type de données, et puis en parallèle, développement des outils informatiques qui permettent de plus en plus de traiter des gros jeux de données pour aller chercher ces signatures. Alors là, c'est un peu en parallèle, mais je le mentionne parce que je pense que c'est important. C'est que par rapport à ce modèle infinitésimal de départ, en fait, il y a aussi tout un tas de développements théoriques en génétique quantitative évolutive, où on va pas dire que c'est vraiment le modèle infinitésimal au sens strict, mais ça va être des modèles multilocus. Donc en fait, mathématiquement, c'est très compliqué. Donc il y a pas mal de développements pour essayer de faire des modèles de génétique quantitative évolutive avec plein de locus, en prenant en compte l'effet des mutations, la recombinaison. Donc là, on relève pas mal d'hypothèses, de l'épistasie, des distributions des traits non gaussiens, etc. Donc là, j'ai mis quelques noms importants qui ont participé à ça. Et alors, juste pour vous donner quelques exemples, donc dans toute cette période, on va chercher des gènes de l'adaptation. Donc là, c'est un exemple classique, donc croisement entre théocynte et maïs. Donc vous voyez, ça, c'est l'ancêtre du maïs. Et quand on fait des croisements, on trouve pas mal de QTL à effet plus ou moins fort, et en particulier, il y en a un, la TB1, qui est celui qui explique le changement d'architecture majeur entre la théocynte et le maïs. Donc il y a tout un tas de recherches comme ça. On va chercher, en particulier sur, donc moi ce que je connais mieux sur les plantes cultivées, on va chercher justement des gènes impliqués dans ces traits adaptatifs. Donc la domestication est souvent utilisée comme un bon exemple d'évolution adaptative. Alors, plus ça va, plus on peut passer à des échelles relativement grandes. Donc soit on a des gènes candidats ou des traits candidats qu'on va chercher à identifier les gènes, soit ensuite on va pouvoir passer à faire des scans génomiques un peu plus à l'aveugle, avec l'idée que s'il y a des effets forts, la sélection devrait être visible dans les génomes. Alors typiquement, ce qui va se passer, si on a une mutation qui arrive, qui est avantageuse, elle va se fixer, et en se fixant rapidement, elle va éliminer le polymorphisme autour du SNP qui est sélectionné. Et donc ça va laisser des traces dans les génomes. On va avoir par exemple des pertes de diversité, des blocs haplotypiques larges à ce niveau-là, etc. Et donc on a tout un tas de statistiques qui permettent de, quand on scanne des génomes, de dire tiens là j'ai une baisse de polymorphisme. Je vais prendre le... c'est pas grave. J'ai une baisse de polymorphisme, j'ai une différenciation entre, par exemple, la théocynte et le maïs plus forte, j'ai des longs haplotypes, etc. Donc ça permet de détecter des traces de sélection dans les génomes. Alors là, je vous ai remis l'exemple de TB1. Et donc là, ce qu'on voit clairement, c'est que pour ce gène, alors en fait, c'est dans la partie régulatrice, on a vraiment une perte de diversité majeure dans le maïs par rapport à les théocyntes. Alors quand on fait ça en aveugle, vous avez sans doute vu ce genre de plot. On scanne les génomes avec, donc là c'est des statistiques de différenciation par exemple entre le sanglier et le cochon, entre le loup et le chien, et puis on va identifier des outliers qu'on va supposer être impliqués dans l'adaptation au cours de la domestication. Alors dans tout ce développement programme où il y a vraiment plein de génome scans, de recherche de sélection, etc. En 2012, il y a un papier qui a été un pavé dans la mare, qui a pas mal critiqué cette approche. En particulier, il donne l'exemple de la recherche de la ruée vers l'or, où au début on a trouvé des grosses pépites. Donc ça a attiré plein de gens. Donc tout le monde s'est mis à aller chercher de l'or, mais en fait la plupart de l'or c'est pas des grosses pépites, c'est des petites particules qui sont très difficiles à extraire et pas du tout de la même façon que ces grosses pépites qu'on a trouvées au début. Donc lui sa critique c'est de dire est-ce que c'est pas un peu ce qui se serait passé
Donc l'idée, c'est de dire, en fait, ça se trouve, au moins pour les très très quantitatifs, ce qu'on a trouvé, les quelques cas qu'on a trouvés, c'est pas quelque chose de typique et de représentatif, parce que souvent ça correspond finalement à des caractères plutôt mendéliens avec très peu de gènes. Donc ceux-là, on les détecte bien. Donc ça, en gros, c'est les parties de son article. Les QTL qu'on a trouvés, en fait, souvent, ils sont pas informatifs au niveau du SNP, à côté parce que ça peut être une combinaison de SNP, donc ça a des échelles plus larges que vraiment au niveau individuel. Et il a une critique intéressante en disant, dans les recherches QTL, l'hypothèse nulle, c'est il n'y a pas de QTL. Et il y a des gens qui ont fait l'inverse, on dit l'hypothèse nulle, c'est le modèle infinitésimal. Qu'est-ce qui se passe si j'en ai plein, mais d'effets très faibles? Quand je simule ça, il suffit d'avoir par exemple de l'hétérogénéité de la combinaison dans le génome et on va détecter des QTL. Alors il remet pas en cause la théorie de Hoare, etc. Mais il dit ça ce qu'a dit la théorie déjà, c'est sur une marche adaptative quand on part avec une population homogène, donc c'est vraiment les nouvelles mutations qui arrivent. Il nous dit quelque chose sur la distribution, mais pas sur l'échelle. Donc ça dit rien, la théorie dit rien sur est-ce que les effets doivent être forts, elle dit juste que ça doit être plutôt exponentiel. Et exponentiel, il y a aussi toute une partie qui est très faible. Et donc alors je vais pas prendre cet argument là d'abord. Il dit aussi que en plus, à la limite, si on n'avait que la queue de la distribution, ce serait peut-être pas très très grave, mais que cette queue de distribution, ça correspond pas forcément, c'est pas forcément la même chose, le même type d'éléments qu'on trouve quand il y a un effet fort ou quand il y a un effet faible. Donc l'effet n'est pas indépendant des bases moléculaires. Et une de ces parties, c'est de dire, en fait, au final, au moins pour les très très quantitatifs, un certain nombre d'arguments comme la sélection génomique, le fait qu'on trouve quand on estime la distribution d'effets des mutations, on voit plein d'effets très faibles. Donc en fait, on estime juste des distributions. Ça penche pour peut-être retourner vers le modèle infinitésimal. Alors effectivement, plus récemment, il y a des retours de ce modèle, donc à la fois d'un point de vue théorique, avec des extensions et puis des justifications beaucoup plus précises. Donc là, Amandine pourra peut-être vous en parler. Aussi des idées que finalement, il faut carrément aller au niveau, si on prend le modèle infinitésimal, ça veut dire que toutes les variations peuvent un tout petit peu contribuer aux traits. Donc il y a cet article, par exemple, qui propose carrément de voir les traits de façon omnigénique. Et puis, si on s'intéresse plus toujours à la réponse à l'adaptation, la réponse à la sélection, il y a des développements aussi assez récents pour justement étendre ce modèle et voir dans quelles conditions il marche ou pas. Alors là, c'est vraiment pas pour prédire les phénotypes, c'est pour prédire la réponse à la sélection. Et donc ça, c'est des travaux, j'ai pas mis, mais de Barton, où en fait, si on généralise le modèle de Fischer, donc on a toujours de nombreux gènes, il faut un certain nombre de conditions, mais on peut mettre de l'épistasie à partir du moment où elle n'est pas directionnelle, elle n'est pas liée ça ne va pas dans une direction. Faut plutôt que ça recombine comme il faut, donc un certain nombre d'espèces, ça marche bien. Et il ne faut pas non plus qu'on soit dans des conditions où, par exemple, la variation phénotypique, elle est très large par rapport à ce qui est possible. Donc, par exemple, des cas d'hybridation où là, on va faire éclater la variance, ça va peut-être moins bien marcher. Et en fait, il montre que, au moins, quand la sélection sur chacun des locus est faible, même si on a de l'épistasie, en fait, ça marche relativement bien. Par contre, quand la sélection sur chacun des SNP est plus forte, là, l'épistasie a vraiment un effet, au moins quantitatif. Donc là, en fait, c'est l'idée que il y a des conditions où, en termes de prédiction, le modèle infinitésimal, on va dire étendu, peut marcher, puis des conditions où ça marche pas ou moins bien, ou en tout cas, il faut connaître autre chose pour prédire l'évolution. Et puis du coup, ça a dit des gens aussi sont mis à développer d'autres types de statistiques dans les génomes pour chercher ces signatures. Alors là, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais l'idée, c'est qu'en haut à gauche, on a vraiment une mutation qui se fixe. Donc on a un allèle majoritaire et puis un allèle très rare. Et puis dès qu'on augmente le taux de mutation, donc on peut rajouter de la variation. Puis dès qu'on augmente le nombre de locus qui
qui participent au trait, en fait, au lieu d'avoir ces changements de fréquence très forts, en fait, on a des petits changements de fréquence alléliques qui sont beaucoup plus difficilement détectables dans les génomes. Alors, pour finir sur ces aspects théoriques de prédiction du modèle infinitésimal, en fait, il y a vraiment aussi des gens qui sont plus à dire que il y a quand même des conditions où ça marche pas quand la sélection est forte, s'il y a des épistasies directionnelles. Et ça peut donner des choses comme augmenter ou diminuer les prédictions à long terme, ça c'est à la limite pas trop grave, mais surtout conduire à plusieurs équilibres, des fois des états polymorphes qui vont pas être prédits par la théorie classique. Et un autre cas où ça va pas bien marcher, mais que je trouve assez intéressant, c'est justement cette hypothèse de liaison génétique. Il y a un certain nombre d'espèces qui recombinent pas ou peu. Et là, c'est un article qui justement essaye de faire la balance entre qu'est-ce qui se passe quand on recombine pas trop, puis justement qu'il y a de l'épistasie dans le système. Si on recombine vraiment peu et ou qu'il y a beaucoup d'épistasie, en fait, on va avoir de temps en temps comme des clones qui vont donc des haplotypes. La sélection va se faire plus au niveau des haplotypes. Et puis de temps en temps, on va recombiner, on va créer, alors la plupart du temps des choses mauvaises, mais de temps en temps, parce qu'on a un paysage épistatique, des choses plus avantageuses. Et puis au contraire, si la recombinaison elle est très forte, là on va se retrouver dans un modèle plutôt infinitésimal. Et puis on peut faire varier ça au sein d'un génome, donc avec des blocs. Donc là, si on augmente la recombinaison au sein du génome, là ça fonctionne comme un seul bloc, comme une espèce clonale. Là, c'est comme une espèce très recombinante. Et puis au milieu, on peut avoir des cas où des parties du génome fonctionnent plus en bloc et puis d'autres qui fonctionnent plus de façon indépendante. Donc je vais conclure. Donc je pense qu'un point qui me semble important, c'est que alors si on se place de point de vue de ce modèle, en fait les différentes utilisées et limites dépendent vraiment du contexte de ce qu'on veut faire. Il me semble qu'il y a vraiment comme l'a montré Marianne, des gros problèmes quand on veut prédire le phénotype, parce qu'en fait c'est pas du tout fait pour ça, on en a déjà discuté. Par contre, si on veut prédire la dynamique de l'évolution à long terme, le modèle initial est vraiment limité, mais il est très efficace, par exemple, dans certaines conditions en agronomie. Et au moins les extensions à partir de ça peuvent être intéressantes. Donc il y a tous les développements théoriques de la génétique quantitative évolutive qui prennent en compte l'épistasie, etc. Je pense qu'un problème qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on doit aller chercher ou pas dans les génomes, en particulier peut-être arrêter cette course à aller chercher les gènes de l'adaptation partout. Et puis, comme on a parlé aussi Marianne, mettre un petit peu plus à la fois de biologie et d'écologie dans le système, à la fois pour la construction du phénotype, et puis aussi plus d'écologie dans le sens de cette sélection qu'on met un petit peu de façon arbitraire. En fait, c'est la sélection qui est due à un contexte écologique et d'essayer peut-être un peu d'intégrer tout ça, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci.